Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'être reçu à Paris, dans le 11e, près de Nation, par Raphaël Verlet, le cofondateur de Zola. Salut Raphaël, comment tu vas ? Florent, ça va et toi ? Merci de me recevoir. C'est plutôt toi qui me reçois. Tu me reçois bien. C'est vrai. Un verre d'eau, du jus d'orange, des bonbons Haribo, j'ai pas trop le droit. Si mon coach sportif écoute, il va me tuer. Mais en tout cas, très ravi d'être là. Alors, on va parler tu vas parler un peu de toi, de nous expliquer qui tu es, et tu vas nous parler de Zola. Zola qui est aujourd'hui une start-up qui révolutionne la gestion RH pour les PME et ETI. Tu vas nous en dire ça mieux que moi, mais tu as commencé en tout cas ta carrière dans le développement commercial et le conseil en RH. Donc, tu connais un peu le monde RH quand même. Avant de lancer Zola en 2021, donc il y a 4 ans maintenant, avec ton ami d'enfance Jérôme Wobman, que j'ai eu le plaisir de croiser rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez déjà séduit plus de 150 entreprises en France. Vous êtes rentable et tu vas nous partager comment Zola aide aujourd'hui les entreprises à gérer leurs talents et prendre des décisions éclairées. Exactement, c'est une super intro. Allez, on y va. Ouais. Eh bien, on va commencer simplement par qui tu es, ton parcours pro, ce que tu as fait avant Zola et qu'est-ce qui t'a amené à créer Zola. Carrément. Mais du coup, moi je m'appelle Raphaël Verlet, j'ai 32 ans, donc je suis effectivement le cofondateur et le très heureux cofondateur de Zola. Moi j'ai démarré ma carrière, comme tu l'as bien dit, dans le développement commercial, dans tout ce qui était RSE, donc environnement, développement durable, etc. C'est ton parcours de base, ça, ta formation Ouais, j'avais fait un master en école de co, donc assez classique, en stratégie d'entreprise, finance et petite mineure en RSE. Ça me plaisait, droit de l'environnement, etc. Des cours passionnants. Et j'ai toujours été attiré par le spectre RH. Et lors de cette première expérience dans la RSE, j'ai été contacté par le cabinet Robert Walters qui cherchait des consultants, donc cabinet de chasse et de recrutement. Je suis rentré chez eux, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un peu plus de 4 ans là-bas. Donc j'ai fait un peu le parcours classique. Qui était de quand à quand à peu près ? Je suis arrivé là-bas en 2016 ou 2017. Ah ouais, donc on était concurrents en fait. On était concurrents. Ouais. Donc on va arrêter l'épisode, non je plaisante. Je pense. Restez avec nous. Ok. Et, ouais, donc je suis rentré là-bas justement en connaissant pas forcément ce métier de recruteur. Donc ils m'ont formé, ça a été une super expérience et j'ai fait la trajectoire un peu classique quand on rentre dans ce cabinet. Tu rentres consultant, tu fais globalement ta recherche de clients, ton accompagnement, ton sourcing. Donc j'ai vraiment appris les bases du métier et je suis assez rapidement devenu manager là-bas. Donc j'avais une équipe d'une dizaine de consultants où on travaillait du coup à beaucoup de chasse globalement. Et j'étais un peu pas lassé, mais envoyer du CV, faire des shortlists, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, mais vu que j'avais tissé des liens assez forts avec certains clients, on avait testé un peu des offres autour de justement audit interne sur la marque employeur pour voir s'il y avait des opportunités. Donc j'ai eu une direction qui a été cool et qui m'a laissé faire un peu mes expérimentations. Et vu que le business marchait bien, j'avais aussi ce petit passe-droit. Et c'est là où justement j'ai découvert la complexité des sujets RH, au-delà du prisme du recrutement, de se dire, ok, on galère à recruter, mais est-ce qu'on a regardé qui on a chez nous ? Est-ce qu'on a regardé qu'est-ce qu'on veut chez nous ? Est-ce qu'on a une stratégie autour de tout ça ? Et je me suis rendu compte que les sociétés n'étaient pas forcément égales face à ces réflexions. Je vais prendre un exemple assez simple, un client du CAC ou de ces grosses entreprises, il y a une armada de personnes dans l'équipe RH qui sont hyper bien formées,
qui ont une expertise hyper pointue, parce que les postes sont délimités, les équipes RH sont très structurées. Donc eux, en fait, ils avaient aussi plein d'outils pour les aider à faire leur job. Et c'est là où je me suis rendu compte, à contrario, chez les PME et chez les ETI, que là, les équipes RH étaient moins dans cette dynamique-là, mais pas par manque de volonté, plutôt par manque, de temps. Ça, c'était le truc un peu classique. Quand on est 4 pour gérer une population de 1000 personnes, c'est un peu galère de faire du talent management, c'est un peu galère de prendre de la hauteur, parce qu'on est happé par tous les sujets opérationnels. Et donc, le recrutement était toujours la solution. Donc, j'ai une équipe contrôle de gestion, le responsable s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? On lance un chasseur, on lui donne son mandat à 15 000 € pour trouver un responsable contrôle de gestion qui a fait l'école qui va bien et qui plaît à la direction. Alors que dans cette équipe, on a un contrôleur de gestion qui a 15 ans d'ex, qui connaît tout, mais on n'a pas cette data. Et donc ça me permet d'introduire un peu la réflexion que j'ai eue et que j'ai partagée avec Jérôme en 2018 ou 2019. Jérôme, il travaillait aussi avec toi Non, il faisait autre chose. Ouais, Jérôme, il vient plutôt de l'écosystème des startups. Il bossait chez Legal Start, une boîte qui aide les entrepreneurs à créer leur société. Donc lui, il est rentré quand il y avait 30 personnes. Il a fait tout le scale jusqu'aux 100 personnes en tant que product manager. Donc c'est un ingé. Et c'est mon meilleur pote aussi dans la vie. Donc on se connaît depuis le collège. Et on discutait beaucoup de est-ce qu'on montrait pas une boîte ensemble. Enfin, depuis qu'on a commencé les études, on avait ce sujet qui revenait. Et donc moi, je lui parle de cette réflexion de moi, je constate ça dans mon job. Les gens, ils me payent une fortune pour trouver des profils qui, malheureusement, au bout de 2 ou 3 ans, s'en vont pour aller vers d'autres expériences, etc. Et dans leurs équipes, ils ont des gens qui auraient pu monter, mais il leur manque de la data, ils les identifient pas forcément, c'est pas clair, en fait, les parcours qu'on peut proposer aux gens. Et donc, on réfléchit autour de ça mature, etc. Et là, boum, Covid. Et donc Covid, en tant que consultant en recrutement, ou dans le cas de Jérôme, une société qui aide des gens à monter des boîtes, le confinement, ça marche pas très bien. Donc on est tous les deux en chômage partiel. On a lancé un premier projet tous les deux pour tester notre collaboration. Parce que bosser avec son meilleur pote, sur le papier, c'est le truc fantastique. Dans la vraie vie, c'est pas évident que ça fonctionne. Donc on avait lancé un premier side project ensemble. Et on décide de valider le fait qu'on aime bien bosser ensemble, qu'on prend beaucoup de plaisir, qu'on partage des valeurs vraiment de travail qui sont communes, et des valeurs humaines aussi qui sont très communes. Et donc on se lance justement sur Zola. On quitte notre job fin 2020 et début 2021, l'histoire commence avec un pitch très simple. C'est comment on fait pour aider les boîtes à faire grandir leurs collaborateurs. Ok, et ça c'était l'idée de départ. Ça, c'est le pitch. Ok. Donc le pitch se lance en 2021 avec un premier produit et on se jette dans le grand bain. Et donc on connaît tous les premiers produits. C'est les premiers clients qui sont encore avec nous aujourd'hui, ont été très très gentils d'acheter ce produit-là à la base, parce que c'était pas encore fini, les systèmes étaient perfectible, on va dire. C'était très très perfectible. Mais du coup, on s'est nourri aussi de cette vision qu'on avait, de l'envie d'aider les PME et les ETI à structurer ce pôle de gestion de carrière et piloter avec de la data leur people, tout simplement, leurs collaborateurs et leur carrière. Et donc de résoudre les problèmes qu'on identifiait sur la route. Et c'est ce qui nous a amené à la suite Zola qu'on a aujourd'hui et qu'on commercialise vraiment depuis 2022. Ok, on va revenir un petit peu sur tout ça. Aujourd'hui, Zola, c'est combien de collabs? Aujourd'hui, Zola, on est 15 personnes. Donc c'est une belle petite équipe. En CDI, c'est une jolie petite équipe. On a la chance d'avoir trouvé assez rapidement des personnes qui ont adhéré à cette vision-là, qui partagent nos valeurs. Je vais y revenir après, mais de travail bien fait, d'attention à l'humain qu'il y a derrière. Donc on n'a pas juste une équipe de tech qui mange du code. On a vraiment la chance d'avoir des collaborateurs aujourd'hui qui saisissent du sujet, comme nous on s'en saisit, et qui voient l'impact. Et on a quelques freelances qui nous aident aussi sur certains sujets un peu plus... Et vous êtes tous basés à Paris? Vous êtes un peu remote? Comment vous fonctionnez? On a le siège qui est à Paris, donc là où on est en train de tourner cet épisode. Et on a aussi des bureaux à Marseille. Parce que moi, je vis sur Marseille. Ah, t'es un Marseillais. Ouais, c'est ça. Et on a notre équipe marseillaise, du coup, qui est composée de 4 personnes aujourd'hui.
Et donc, c'est toute notre équipe commerciale, globalement, qui est dans le sud avec moi. Et on a notre équipe technique, produit et support qui est sur Paris. D'accord. Et un associé ici, un associé à Marseille. Exactement. Et l'entreprise tourne. Ok. Et la navette entre les deux, donc nos collaborateurs peuvent venir prendre le soleil quand ils le souhaitent. Il y a du soleil à Paris aussi, non? Il y a du soleil à Paris. Un peu plus à Marseille. Un petit peu plus à Marseille. Ouais, pas beaucoup, mais un peu. Comme à Rennes, Paris. C'est exactement comme à Rennes. Ouais, Paris. Il pleut jamais. Ça n'arrive jamais. Les mecs de mauvaise foi. Justement, tu parlais de tes valeurs. C'est quoi les valeurs fondatrices de Zola? Les valeurs fondatrices de Zola... Qui sont importantes pour toi. Tu commençais à parler effectivement de l'attention que vous avez à vos clients. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, parce que tout le monde ne dit pas ça. Tu vois, c'est comme les cabinets de recrutement. Toi et moi, on a été. Tous les cabinets de recrutement, quand ils pitchent, ils disent mais nous, on est dans l'humain, quoi. Ouais. Tous les cabinets sont comme ça. Mais toutes les dans boîtes, la vraie vie, pas toujours vrai. C'est ça. Donc, c'est quoi aujourd'hui ce qui te différencie et qui fait que Zola est Zola? Nous, ce qui fait que Zola est Zola, je pense que c'est un lien avec notre parcours de vie à Jérôme et moi. C'est que nous, on vient de Strasbourg, on a grandi à Strasbourg, etc. Donc, milieu plutôt hors de la ville, on va dire, hors du centre-ville. Et donc, nous, on est très baignés par ce côté PME familial, beaucoup de copains dans la restauration, beaucoup de familles qui travaillent dans ces fonctions-là. Donc, on vient plutôt d'un univers col bleu en termes d'origine sociale, au final. Et je pense que ce qui fait la force de Zola aujourd'hui, c'est qu'on a construit tout ça autour de ces valeurs un peu d'artisanat. Pour le coup d'humain, c'est hyper bateau de dire ça, mais pour nous, ce qui est super important, c'est de se dire qu'il n'y a pas de chiffres. En fait, même si aujourd'hui, on a beaucoup de clients, etc., on essaye au maximum de conserver des étapes humaines dans tous nos processus. Donc d'être très présent, ça se matérialise par des services support super réactifs, par de la disponibilité, par de l'écoute. Nous, on investit beaucoup sur cette dimension d'accompagnement. Donc pour l'illustrer par un choix stratégique assez fort, c'est que notre équipe commerciale, elle a que 8 mois. En fait, on n'a pas vraiment misé notre début d'aventure sur vendre. On a plutôt misé sur accompagner les personnes qui étaient OK pour nous acheter. Et ça, c'est vraiment le point qu'on diffuse à nos équipes. C'est cette espèce d'humilité qu'il faut avoir, surtout sur le secteur RH. On ne travaille pas avec nos clients comme si c'était des clients. Parce qu'en fait, le vrai client du produit Zola, le vrai client de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de véhiculer, à la fin, c'est le collaborateur, c'est le manager. Ouais. En fait, l'équipe RH, c'est évidemment la personne avec qui on contractualise. Donc, on a, pendant la phase d'avant-vente, comme toutes les boîtes, un rapport fournisseur-client. Par contre, à partir du moment où on signe ensemble, le rapport, il change. Et nous, dans notre prisme, on devient partenaire pour servir un client final. Et ça requiert, je pense, et c'est une valeur, ça fait pas humble du tout de le dire, mais c'est d'autres qui me l'ont dit, c'est nous, on fait hyper gaffe à rester dans une humilité totale sur ce qu'on fait. Là, la boîte, elle marche bien, c'est cool. Ça veut pas dire que le job est fini, ça veut pas dire que nous, on sort de l'opérationnel. On reste les mains dedans. Nos équipes aussi, on leur fait prendre conscience du quotidien que les RH vivent et du pourquoi, en fait, il faut tout faire pour rester humain, à l'écoute, pas standardiser tout, parce que à mon sens, c'est le job qui veut ça. C'est ça. Et il y a un autre point, c'est la personnalisation. Ça, c'est un point qui est hyper important pour nous. Et ça, je pense que c'est un héritage du conseil que j'ai. C'est de se dire que chaque boîte, en fait, est différente, a sa culture aussi qui est différente. Et c'est hyper ambivalent avec le modèle des logiciels SaaS. Clairement, ouais. Parce que tes clients, ils viennent de tous univers? Tous univers, ouais. On a quand même des représentations, des surreprésentations même. On a l'hôtellerie, la restauration qui est très représentée. Ça représente 60% de nos utilisateurs aujourd'hui. Donc sur 70 000, ça fait quand même une grosse masse. On va avoir le monde du conseil aussi qui est très, très représenté. Et là, on a le monde de l'industrie qui est en train d'émerger aussi avec à peu près 15% de nos utilisateurs. Donc, et des entreprises de toute taille? Oui, des entreprises de toute taille, entre 50 et 3000 collaborateurs. D'accord, les plus petites ont 50 personnes et... Après, on a quelques clients avec 30 collaborateurs, 35 collaborateurs. Mais on va dire que la cible Zola, c'est de 50 à 3000 collabs. Et du coup, en effet, ça demande des approches différentes. Et ce que je disais, c'est ambivalent avec le modèle des logiciels SaaS où
ce que les fonds d'investissement disent dans leur playbook ou ce que, en fait, des advisors un peu plus costauds que nous, donc des entrepreneurs plus chevronnés nous ont toujours dit, c'est le SaaS, il faut que tu rendes le truc le plus scalable possible, que tu puisses le dupliquer au max. Ok, fine, mais en fait, dans notre monde, les équipes RH, elles ont des process qui sont établis, il y a une culture d'entreprise, il y a des fonctionnements, donc en fait, le logiciel, il doit être tordable à un moment et il doit être adaptable. Et cette notion de personnalisation, on l'a prise assez vite et je pense que ça a été malin de le faire dès le début, d'avoir cette réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on a optionnalisé plein de choses pour garder le logiciel très simple, pour avoir plein d'options pour pouvoir répondre à plein de besoins, mais aussi pouvoir les désactiver pour pas créer de la complexité là où ça sert à rien. D'accord. Parce que vous avez un cœur, l'outil central, quoi. C'est l'outil entretien, gestion des carrières. Ouais. Ça, c'est l'outil d'origine. Ouais, c'est ça. Et après, vous avez commencé à développer tout un tas de fonctionnalités complémentaires. Exactement. Et optionnelles, donc. Exactement. Pour préciser peut-être le périmètre fonctionnel qu'on a aujourd'hui, nous, on va avoir effectivement un socle. 100% de nos clients aujourd'hui ont notre brique de gestion des entretiens. Ok. Ça, c'est la brique dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. On va parler un peu plus précisément après. Donc, il y a la brique d'entretien et la brique de formation, donc de gestion du plan de formation, de création de e-learning, etc. Ça, c'est un peu les deux briques de base. Et autour de tout ça, on a développé donc une brique de gestion des compétences, donc qui va permettre de tout simplement cartographier ses compétences, créer des liens entre les fiches de poste pour créer les parcours de carrière, etc. On va avoir une brique de gestion des feedbacks, qui est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Donc feedback 360, ascendant, descendant, on peut à peu près utiliser toutes les mécaniques. On va avoir une brique de sondage, donc ça qui a été beaucoup demandé par les CSE chez nos clients, pour la qualité de vie au travail, et qui du coup peut être déclinée pour plein d'autres usages. Une brique de gestion des revues du personnel, pour un peu boucler la boucle. Une fois que j'ai analysé la perf, les compétences. Un enfer quand j'étais DRH, moi, ce truc. Ah ouais ? À gérer, bah ouais, parce que t'as des fichiers Excel et puis et tu passes un temps pas possible à le faire, quoi. Et réconcilier de la donnée dans tous les sens. C'est compliqué, Ça, c'est assez dur. On va en parler aussi de la réconciliation de la donnée, parce que c'est un sujet qui est hyper important pour nous. Et je pense pour nos clients, enfin, c'est important pour nos clients, ça l'est pour nous. Et on va avoir aussi une brique qu'on a développée pour le secteur du conseil, spécifiquement de suivi des missions. Oui. Dans le cas des multi-évaluateurs, quand mon manager n'est pas mon manager de mission, pour que le manager puisse avoir vraiment un spectre large là-dessus. Donc ça, c'est vraiment notre périmètre fonctionnel, et l'idée, c'est de jouer avec ces briques en fonction de la maturité de l'entreprise pour les ajouter, les retirer, et derrière chacune de ces briques, il y a plein de petites options qui permettent de les complexifier pour les entreprises qui ont des besoins vraiment très poussés, ou au contraire de les rendre très très simples pour les entreprises qui ont entre guillemets juste envie, alors que c'est déjà un gros boulot, de digitaliser leurs entretiens et se séparer de leur Excel pour la formation, quoi. Ok, très clair. Si on zoome sur la partie entretien, toi aujourd'hui, avec ton analyse, ta connaissance du marché, les clients avec qui tu échanges, j'imagine, tous les jours, je pense que tu le fais toujours en tant que CEO, c'est à peu près sûr. Quels sont les principaux défis que tu vois, que rencontrent aujourd'hui les DRH de PME sur les entretiens annuels ? On va dire que le frein numéro 1 à la bonne diffusion de cet exercice, c'est l'engagement, le fait d'embarquer les collaborateurs dans la démarche. Parce que nous, on a beaucoup de clients qui sont primo-accédants logiciels, donc ils n'ont jamais eu de soft avant, soit ils faisaient ça sur papier, soit effectivement il y avait des managers qui le faisaient parce qu'ils l'avaient fait ailleurs et ils trouvaient ça important. Mais le premier point, c'est comment on crée cette culture de maintenant il y a des rituels d'entretien. Comment on fait pour que les managers ils se saisissent de l'exercice, et comment on fait pour que l'exercice leur soit profitable dans leur management. Ça, c'est vraiment le grand sujet qu'on rencontre. Et je parlais de personnalisation avant et d'humain. Nous, dans l'accompagnement, c'est toujours quelque chose qu'on prévoit, d'impliquer les managers avant le go-live de l'outil, dans l'explication justement de la philosophie de l'entretien dans l'entreprise. Donc plus du change management au final que de l'outil pur. Donc leur expliquer à quoi ça va servir pour la boîte, pour eux, pour l'équipe RH et pour le collaborateur, évidemment. Parce que les collaborateurs, globalement, on n'a pas trop de mal à les embarquer sur le sujet des entretiens, que ce soit les entretiens pro, les entretiens annuels, les exit interviews, les entretiens de validation de fin de période d'essai, etc. Est-ce qu'on parle d'entretien, mais il y a plusieurs types d'entretiens. Ça, vous savez les gérer. Ouais, c'est ça. On gère vraiment tout le spectre. Donc il y a le réglementaire. Donc ça,
Globalement, il faut le faire, hein, les entretiens pro, les retours d'absence, Mm. etc. Cadre au forfait. Donc ça, il faut le faire. Nous, on a des modèles normés, on les personnalise en fonction de la culture de la boîte. Mais après, c'est tous les autres exercices ce qui va devenir en fait les nouveaux rituels managériaux. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, faut co-créer un peu avec les managers, faut les impliquer aussi dans la réflexion autour de cette démarche pour que derrière, ils se saisissent de l'outil. Et je parle pas de l'outil Zola, je parle vraiment de l'outil entretien, qu'ils en comprennent en fait la puissance pour eux dans leur management, mais aussi pour que l'équipe RH derrière et l'équipe de direction globale puissent prendre conscience de certains problèmes, puissent agir aussi en fonction des problèmes qu'on identifie. Et donc ouais, ça c'est un vrai sujet. Je pense que c'est le point 1. Comment on fait pour embarquer nos équipes managériales, quoi. Ok. Tu disais que les collabs étaient plutôt partants sur la partie entretien. Ouais. Est-ce que l'outil fait la chose ou pas plus que ça en fait? Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un outil qui est ergonomique, qui est sympa, va aider ou c'est un plus? Le fait d'avoir un outil ergonomique et sympa. Parce que je me méfie toujours des outils au sens large versus un entretien, parce que l'important c'est l'échange. C'est ça. C'est pour ça que là, j'y vais à pas de loup sur mon truc pour pas dévaloriser mon offre. Mais non, c'est pas le sujet. Mais en réalité, non, mais j'ai dit ça pour plaisanter. Mais en réalité, le collaborateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'échange. Claire. Donc, l'outil, il faut effectivement qu'il soit ergonomique pour qu'il puisse préparer dans de bonnes conditions, pour qu'il sente aussi que c'est important. Si l'entreprise investit dans un outil, ça veut dire que l'exercice est important. Donc ça, c'est la perception que des collaborateurs ont eue. Je pense à tout un réseau de KFC aujourd'hui qu'on a. Donc c'est un groupement de franchisés d'un peu plus de 40 personnes, de 40 restaurants, pardon. Donc c'est plus de 1300, 1400 personnes. Les collaborateurs étaient super contents d'avoir accès sur leur téléphone à l'outil d'entretien, etc. Parce que ça donne une image de modernité, ça facilite. Mais si on leur avait donné un papier, ils auraient été tout aussi contents, hein, je pense, pour être tout à fait honnête, parce que ce qui les intéresse, c'est parler avec leur manager, parler d'eux, parler de leurs aspirations, parler de leurs envies. Donc l'exercice d'entretien, pour le collaborateur, c'est l'exercice en lui-même qu'ils affectionnent, parce que c'est une marque d'intérêt hyper forte de l'organisation vers eux. Ça, j'enfonce une porte. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, et je vais venir sur un terrain de jeu assez rapidement qu'est l'IA, si tu veux. C'est que moi, j'ai vécu effectivement dans des boîtes où on avait des outils... dans des grosses boîtes, des outils qui étaient plus ou moins souples, on va dire. Et moi, j'ai été et manager. Et des fois, je passais plus de temps à saisir l'outil, alors c'est où le truc, machin, qu'être dans l'échange avec mon collaborateur. Est-ce que ça, c'est un pain quelque part que vous avez identifié et qui fait que vous rendez la place de l'échange importante et l'outil qui est à disposition, sans le dévaloriser, ne reste qu'un outil en fait. L'outil ne reste qu'un outil. L'outil, vraiment, hein, ça c'est hyper important, ça reste qu'un outil. Et justement, dans l'accompagnement, quand on présente l'outil au manager, que ce soit en présentiel ou que ce soit en webinar, en fonction de l'éclatement géographique du client, quand on présente l'outil au manager, quand on leur explique comment se déroule tout ça, on leur explique de ne pas mettre l'ordi entre... ça paraît tout con, hein, dit comme ça, mais de ne pas mettre l'ordi entre le collaborateur et soi, plutôt privilégier le téléphone pour prendre les notes, pour que l'échange reste un échange. Et oui, l'ergo, elle a son rôle. Il faut appuyer sur un bouton, avoir des champs qu'on remplit, et c'est tout. Est-ce que l'IA peut pas aider là-dessus? Est-ce que l'IA peut, enregistrer l'échange, l'interview, et le restituer, le restituer derrière. Tu vois, et faire une restitution et quelque part compléter un peu les cases qui sont incomplétées entre guillemets. Et après, on revient sur ce qui a été écrit. Voilà. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans vos tablettes ou demain dans vos tablettes? C'est une réflexion qu'on a. On se pose la question de la confidentialité. On se pose la question de la sortie data parce que il faudrait qu'on développe un outil maison pour cette retranscription ou qu'on passe par un service externe. On fait attention avec un Naboo, je sais pas si tu connais, tu vois un Naboo qui est sur l'entretien de recrutement plutôt, lui, tu vois, ou l'entretien commercial, mais l'entretien de recrutement. Je trouve qu'il le fait pas mal, quoi. Tout ça, ouais, carrément. Mais c'est effectivement des sujets qu'on aimerait explorer. On sait que ce côté enregistrement, etc.,
il fait un peu peur à certaines populations. Ouais, je peux comprendre. Je pense notamment à toute une partie d'utilisateurs dont je parlais avant, nos fameux Mm. 60% qui sont dans la resto, les 15% qui sont dans l'industrie. Les collaborateurs, on va dire, et les managers, c'est des personnes qui ne sont pas dans nos environnements où ça parle d'IA dans tous les sens, où on a tous Mistral qui est ouvert dès qu'on a une question ou dès qu'on cherche une recette de cuisine. Donc eux, l'approche avec l'IA, il y a un peu plus de freins. D'accord. Donc on Donc y va vous y vraiment, allez, mais vous y allez à on y tâtons, va à quoi. pas de loup. On Ouais, y va vraiment ok. à pas de loup. Ouais. Pour l'instant, les outils d'IA sur lesquels on bosse, ils sont plutôt destinés à la population RH. Donc pour analyser massivement la donnée, Ouais, pour, on va revenir là-dessus. Ouais. pour faciliter le travail en fait de suivi de ce qui se passe sur la plateforme, pour automatiser des choses. Mais sur les interfaces du collaborateur et sur les interfaces du manager, pour être honnête, on a un peu peur de comment ça peut être reçu, compte Ok, tenu de non, mais certaines c'est populations. intéressant. Ouais. Ok. Donc on échange avec nos utilisateurs là-dessus. On voit qu'il y a des réticences. Parce que ça fait un peu Big Brother, quoi. Le truc de tout ce que je vais dire va être enregistré. Il y a toujours cette dualité de les RH sont là pour ma carrière, mais je me méfie, etc. Ça, c'est une réalité qui existe. Donc on essaye de trouver les bonnes recettes là-dessus. Et pour l'instant, on n'a pas encore... on n'a pas encore finalisé ce sujet, on va dire. C'est intéressant parce que du coup, vous êtes pro IA, mais vous n'êtes pas de l'IA à tout prix, n'importe comment, n'importe où, quoi. Non, Ok. non, surtout pas, parce que, Ok. comme je le disais avant, nous, notre client, c'est le même client que notre client RH au final. C'est le collaborateur et c'est le manager. Et c'est eux qui drive aussi notre roadmap. Et il faut qu'on prenne... Enfin, nous, on a conscience en tout cas de la puissance de l'IA, parce qu'on l'utilise, nous, pour... Moi, j'ai des petits agents qui me font des trucs et tout, c'est top. Mais parce que je suis dans cet univers, des personnes qui sont pas dans cet univers, tout ce qu'ils entendent dans l'IA, c'est ça va remplacer mon job, Ouais. ça me fait peur, quoi. Et donc, ouais, il faut trouver les bons procédés. Ok, intéressant. Donc, grâce à Zola, j'ai toutes mes données des différents types d'entretiens que je peux faire avec mes équipes. Jusqu'à l'offboarding, peut-être. Ouais, tu peux aller jusqu'au départ. Et concrètement, on en fait quoi, toutes ces datas? Ouais. Bah, c'est là comment vous intervenez là-dessus? Bah, c'est là où c'est un peu le pitch global de Zola au final. Et donc, désolé, je fais un petit rewind sur la genèse de ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on s'était rendu compte, justement, lors de nos explorations en 2021, quand on avait notre produit qui était perfectible. On s'est rendu compte que le marché, ce qu'il offrait aux PME, aux ETI, c'était un outil qui faisait vachement bien les entretiens, un outil qui faisait vachement bien les compétences, un outil qui faisait vachement bien la formation. En fait, il y avait tout un écosystème éclaté qui ne parlait pas ensemble, ou qui parlaient mal ensemble. Et le fait d'avoir réuni cette espèce de plateforme all-in-one talent, ça permet d'avoir de la donnée native qui va parler entre tous les modules. Donc typiquement, dans mes entretiens, il y a la demande de formation qui est exprimée par le manager et le collaborateur, ou les demandes de formation. Ça remonte dans l'outil de formation. L'équipe RH, quand elle va monter son plan, elle va pouvoir avoir en fait tout l'historique sur les compétences, tout l'historique sur la performance, les précédents plans d'action qui ont été mis sur la People Review de l'année d'avant. En fait, l'idée, c'est d'avoir une donnée globale sur le parcours du collaborateur. Donc en gros, moi RH, quand je suis sur Zola, j'ai l'ensemble du spectre talent de mon collab qui est sous mes yeux pour prendre des décisions. Et donc toutes ces données, elles permettent du moins c'est ça le principe, on va dire, majeur, c'est que j'ai toutes les datas sur tous les éléments pour pouvoir prendre des décisions sur la suite de carrière de mon collaborateur. S'il est performant et qu'il est compétent, on utilise la Ninebox, je le vois dans ma Ninebox ici, je peux lui monter un plan de carrière, et derrière, je l'exécute directement dans l'outil, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée, et c'est à ça justement que servent nos travaux actuels sur l'IA. C'est qu'on s'est rendu compte d'un nouveau problème, c'est que maintenant qu'on a toute cette data, c'est trop bien, tout le monde est content, mais du coup, ce serait super que l'outil nous aide un peu à la lire, toute cette donnée. Parce qu'on doit quand même la lire, on doit quand même réfléchir dessus. Quand on a 10-15 collaborateurs, je pense que ça se fait bien. Quand on a 600 et qu'on est 2 ou 3, on aimerait bien quand même avoir quelques inputs.
Et donc là, c'est justement les travaux qu'on mène et il y a une sortie la semaine prochaine là-dessus. Euh, c'est identifier en fait tout ce qui s'est dit pendant l'entretien, faire une analyse sémantique, pousser des propositions de thématiques de formation, Ok. pousser aussi s'il y a un risque psychosocial qui a été repéré grâce au champ sémantique, pousser des niveaux d'attention RH pour savoir quels entretiens lire en priorité. Donc on va dire que pour reparler un peu de ce sujet IA, nous, l'IA, on le voit vraiment comme un moyen de guider nos utilisateurs RH dans leur job, donc pas de prendre leurs décisions à leur place, ça c'est hyper important. On ne se permettrait pas de donner à une boîte noire le fait de prendre des décisions. Par contre, c'est de pousser des signaux qui permettent de prendre des décisions. D'accord. Sur Jean-Jacques, sur Marie, voilà moi ce que je conseillerais en formation ou en action, C'est ça. peu importe. Ouais. Mais par contre, la main reste dans la main des RH et des managers opérationnels. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est de donner des indices au final. Ouais. Comme un assistant le ferait. C'est un peu ça d'ailleurs la vision de demain pour Zola, c'est de devenir l'assistant RH digital. Et donc c'est de dire j'ai mon assistant qui a analysé la donnée, il me recommande des trucs et moi je décide si je fais ces trucs ou si je fais pas ces trucs. Mais la décision elle reste vraiment dans les mains des RH parce qu'en fait aujourd'hui la population RH quand elle n'a pas digitalisé, elle passe son temps à faire des actions à faible valeur ajoutée. Et là où son expérience et son expertise devraient opérer, on n'a pas trop le temps. Parce que on était occupé à envoyer les entretiens par mail, à les collecter, à relancer tout le monde, etc. Et nous, on veut gommer tout ça et aller encore plus loin pour que vraiment le cerveau et le talent des RH soient misés sur le fait de prendre des décisions. Okay. Et si possible, les décisions les plus éclairées possibles. C'est intéressant ce dispositif. Et du coup, est-ce que on parlait de la population RH, est-ce que le manager lui-même a ces infos-là pour son équipe et est-ce que le collaborateur lui-même, l'IA peut lui recommander telle ou telle action pour se développer, pour évoluer vers tel ou tel poste, par exemple, etc. Tout à fait. Ça aussi, Ça aussi. Donc les trois personas ont une vue différente, mais ont des infos complétées par de l'IA, avec toujours pour chacun d'entre eux la liberté d'agir ou pas d'agir. C'est ça. Okay. Pour les collaborateurs, là, on en est plutôt sur du plat. Donc parce que c'est nouveau. Chez beaucoup de nos clients, ça a été d'ailleurs une petite crainte de lancer ça, de rendre visible l'ensemble des fiches de poste de l'entreprise, de pouvoir se comparer en fonction de ses compétences, au niveau de compétences requis pour passer au job de-dessus, etc. Donc ça, typiquement, c'est des options, encore une fois, qu'on met. Néanmoins, la transparence, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est attendu. C'est hyper attendu de la part des collaborateurs. Tu vois, des entreprises, je ne sais pas si tu connais Shodo, des entreprises comme Shodo, par exemple, clairement sur le site web, même de l'extérieur, tu connais les parcours, tu connais même les rémunérations. Ça va même très loin mais là c'est un autre sujet. Mais déjà tu connais les parcours et tu te dis ok, j'ai telle mission dans l'entreprise, j'ai envie d'évoluer vers ceci. Et ben voilà, très concrètement on me dit ce qu'il faut que j'acquière comme compétence, peut-être ce que je fasse comme formation et comment l'entreprise peut m'accompagner évidemment parce que t'es pas tout seul. C'est ça. Nous c'est évidemment. Mais c'est encore, toi c'est encore, tu sens que c'est encore. On est encore au début de cette histoire-là. On est au début de cette histoire-là, mais pour une raison qui est assez simple, et je reboucle avec mon point d'entrée. Moi, je vois beaucoup ça sous le prisme de nos clients, qui sont souvent primo-assez dans le logiciel, et donc qui débutent cette démarche talent. Et donc, avant de faire de la transparence totale, de l'IA dans tous les sens, etc., il faut déjà définir ce que l'entreprise a envie de présenter comme parcours de carrière. Et ça, c'est un boulot. C'est vrai que quand on est dans la tech, etc., on pourrait se dire on est hyper en retard, etc. Faut pas oublier que la digitalisation RH, ça a vraiment commencé en 2015-2016. Donc c'est naissant pour pas mal de boîtes, le fait de déjà structurer un référentiel de compétences. Nous, on a créé un outil justement d'IA qui est hors de la plateforme et qu'on fait pendant l'accompagnement pour générer des référentiels basés sur les fiches ROM, etc. Et ça apporte beaucoup de valeur parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont dans ce questionnement déjà, c'est quoi un poste je raconte n'importe quoi, de commercial chez moi, globalement. C'est quoi les compétences que j'attends? Parce que j'ai des gens qui sont vachement talentueux, j'en ai d'autres qui sont un peu plus en difficulté. C'est quoi les liens, en fait? C'est sur quoi ils performent plus? Et on a vraiment plein de boîtes qui sont dans ces réflexions-là. Alors, aucun jugement de valeur, c'est normal. C'est que
le marché demandait pas ça, le marché des collaborateurs, candidats, il demandait pas ça il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est hyper récent. Et le temps comment dire, que tout ça se mette en place, il y a quelques étapes. Et donc, par contre, nous, on a déjà ouvert ces possibilités pour des sociétés qui sont prêtes et qui sont matures pour ces sujets-là, d'effectivement rendre visibles les parcours de carrière, de dire si je suis commercial niveau 1, je veux devenir commercial niveau 2. Voilà les compétences sur lesquelles il faut que je bosse, voilà les 4-5 formations que je peux demander pour bosser là-dessus, pour rendre ça visible. Et évidemment, le Graal, c'est de rendre le collaborateur acteur de sa carrière. Ça, ce serait top. Dans des boîtes, ça existe. Dans d'autres, c'est en création. Oui. Et typiquement, les formations. Est-ce que moi, je suis collab, tu me dis qu'il y a 4-5 formations. Est-ce que je peux les suivre avec Zola ou est-ce que c'est connecté à des outils de learning? Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Nous, on a une plateforme de e-learning qui est intégrée à l'outil. Donc, si l'entreprise crée des e-learning, elle les a dedans. Moi, je peux, collaborateur, si on m'en a laissé l'accès, je peux cliquer, je peux la suivre en autonomie. Mon équipe RH sait que j'ai fait cette formation, ça va dans mon profil, etc. Sinon, je peux la demander. Et effectivement, nous, on sait aussi se brancher avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est en API, avec des Kokoroé, avec je sais pas des LinkedIn Learning, je sais pas si vous travaillez avec des gens comme ça. Kokoroé, j'aime trop ce qu'ils font, mais on n'a pas encore eu l'occasion de bosser ensemble. On a fait quelques projets où du LinkedIn Learning redescendait dans Zola pour des clients qui justement avaient les licences LinkedIn Learning. Certains ont mis du Open Classroom aussi, direct dans la plateforme. D'autres ont des fichiers SCORM qu'ils ont créés avec des organismes dédiés, donc on sait lire du SCORM direct dans la plateforme. Donc on sait faire tout ça. Et après, on voit qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui poussent aussi leur formation en interne grâce à Zola et qui ont pu structurer leur offre, même si ce n'est pas des formations e-learning hyper chiadées, etc., parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un ingé ou 2 ingé pédas en interne. Mais qui au moins créent les cartes de formation, le mettent dans le catalogue et font vivre un peu cette académie interne. Et ça plaît. Effectivement, on voit que les collaborateurs aiment bien se dire ok, j'ai des possibilités de. Ok. Aujourd'hui, dans les solutions que tu offres, c'est quoi celle dont tu es le plus fier aujourd'hui? Moi, ma préférée, c'est celle sur les compétences. Parce que c'est le sujet qui, à titre perso, me parle beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé ce créateur de référentiel, etc. Parce que je me rendais pas compte de la difficulté politique de faire passer un référentiel de compétences en interne. Des jeux, du coup, que même dans des boîtes de 100 personnes où on se dit, le ou la DRH reporte directement au directeur ou à la directrice générale. Je pensais que ça pouvait se faire vite. En plus, ça peut prendre du temps de faire un référentiel de compétences. Dans une grosse boîte, tu peux commencer, puis une fois qu'il est fini, tu peux le recommencer. Parce qu'entre temps, il s'est passé plein de trucs. C'est ça. Et il y a eu trois nouveaux outils qui ont émergé, de nouvelles technos aussi dans la tech. Enfin, ça bouge vite. Mais moi, c'est le sujet de la compétence qui me plaît beaucoup. Et il me plaît parce que la perf pour évaluer quelqu'un, c'est facile, c'est tangible. C'est pas abstrait. J'ai un objet, je l'ai fait, je l'ai pas fait, globalement. La compétence, c'est plus abstrait. Comment on juge quelqu'un sur sa compétence? C'est pas des maths. En fait, c'est de la perception des collègues, de la perception d'un manager, etc. Et je trouve ça hyper beau quand un référentiel est bien pensé, bien construit et mis en place, que du coup les collaborateurs puissent se situer. En fait. Et c'est ça le truc que je trouve bien, même si c'est pas une valeur absolue. Si la personne a eu 3 sur 5 ou que sais-je, ou en fonction de l'échelle que l'entreprise utilise, s'il a eu 3 sur 5, ok, c'est un 3 sur 5 donné par son manager, par ses collègues, c'est pas une valeur mathématique, mais au moins ça donne une tendance. Et grâce à ces tendances, on peut se rendre compte qu'on a des talents cachés. Donc les gens qui sont pas bons en politique dans des boîtes, qui sont introvertis par exemple ou autres, mais c'est des machines de guerre, ils connaissent tous des process, ils incarnent hyper bien la culture de la boîte, ils la véhiculent hyper bien, donc ils ont des soft skills, des hard skills qui sont identifiés, qui sont valorisés. En fait, moi, dirigeant de boîte ou moi, RH de boîte, au moins j'ai un élément pour capter ce profil. Et c'est pour ça que la brique compétence, je pense que c'est ma préférée. Et après, il y a la brique feedback que je trouve trop bien aussi, pour justement mettre un peu plus de véracité dans ces non-maths que sont les évaluations de compétences. Parce que si tous mes collègues qui bossent avec moi me mettent 4 sur 5,
ou me mettre même 5 sur 5, plus mon manager qui me met 5 sur 5, là, on a une donnée qui devient fiable et qui dit ce collaborateur ou cette collaboratrice est trop fort sur ce sujet, cette personne peut être mobilisée pour former en interne, diffuser son savoir, etc. Et du coup, je trouve ça hyper puissant. Je trouve ça vraiment hyper puissant et ouais, c'est un de nos sujets d'essayer de fluidifier au maximum cette création de référentiel, parce que c'est le frein 1 qu'on trouve. C'est comment je fais pour créer mon truc, quoi. Comment je fais, je pars d'une page blanche, j'ai des fiches de poste, elles sont pas harmonisées. Comment je fais pour créer quelque chose derrière ça? Moi, je trouve ça passionnant comme sujet. Et vous allez aller jusqu'où avec Zola? C'est quoi votre objectif avec ton associé? Ouais. En termes de fonctionnalité, j'entends. Hein. Ouais. Est-ce que vous dites demain, on va tout faire, de la paye jusqu'à l'onboarding, l'offboarding, etc. Ou est-ce que vous voulez rester focus sur des sujets très précis? Nous, on veut vraiment rester focus sur la dimension de gestion des parcours de carrière, Ouais. gestion des talents. Donc la paye, on va pas y aller. Les sujets administratifs, on va pas y aller. Ok. Il y a d'autres acteurs qui le font vachement bien. C'est un autre métier, Mm. je pense. C'est vraiment un autre métier. Par contre, vous pouvez vous plugger avec des outils. Si moi j'ai un autre outil qui fait Ouais. ça, enfin j'imagine qu'il y a des API qui Ouais. se parlent, etc. Ouais, tout à fait. Ok. On peut se connecter avec à peu près tous les outils SIRH du marché. Ok. Donc il y en a certains avec qui on a des API, d'autres avec qui on a du fichier place. Il y a des techs Ouais. qui nous écoutent. Mais oui, on parle avec les autres outils pour récupérer la base utilisateur. Oui. Zola, globalement, c'est un logiciel qu'on appelle un logiciel esclave dans le monde des logiciels. Donc c'est un logiciel qui reçoit de la donnée et qui ensuite en crée sur cette base Ouais. Ok. et peut en faire remonter un petit peu aux besoins. Enfin, on peut même en faire carrément remonter aux besoins. Du coup, nous, on veut rester vraiment spécialisé sur cette dimension parcours de carrière, gestion des talents. Parce que c'est notre expertise aujourd'hui. 2, parce que on a déjà pas mal de produits. Et du coup, on se concentre vraiment à avoir des produits qui sont puissants sur cette thématique. Donc demain, il va y avoir les sujets de rémunération qu'on est en train d'étudier, qui rentrent plus ou moins dans cette boucle, qui sont un peu hybrides entre paye et talent. Donc pareil, on n'y va pas de Mais c'est intéressant, hein, effectivement. Ouais. C'est ça, donc faut voir. Et là, tu vas tout seul ou tu vas avec des partenaires qui sont spécialisés en rému ou des choses comme ça? En général, on y va avec des partenaires qui sont nos clients, en regardant en fait ce qui leur ferait gagner du temps, ce qui serait utile, quelle mécanique eux, aujourd'hui ils appliquent, comment ils utilisent notre donnée pour nourrir leurs outils existants sur ce sujet. Donc on regarde toujours ce que font nos clients avant d'aller regarder ailleurs. Ça nous donne une bonne base, tout simplement. Et si on peut contenter les personnes qui bossent déjà avec nous, c'est top. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça notre direction, c'est de rester sur cette dimension talent. Ok. Question que j'ai régulièrement de RH. Si je travaille dans une belle PME, une ETI, ton outil fonctionne aussi pour l'international? Parce que moi j'ai des collabs qui parlent anglais, qui parlent espagnol, etc. Comment vous envisagez ce sujet? Nous, on fait l'anglais aujourd'hui. On a les autres langues qui sont en développement. On est quand même très franco-français. Pour l'instant, ok. Ouais, on doit mais je peux avoir une filiale ou des collabs qui sont à l'étranger et qui ne sont pas forcément de langue native française? C'est ça, on a une trentaine de clients qui sont concernés par ce sujet et qui, du coup, ont sur leurs 500-600 collaborateurs, une partie de 30-40 qui sont aux US, à Singapour, au UK ou autres. Et donc, là, effectivement, on a l'anglais, nous, en natif, c'est assez classique. Et là, de plus en plus, on est appelé par des sociétés qui ont une empreinte internationale un peu plus grande. Et donc là, on va travailler sur, effectivement, allemand, espagnol, italien, très Europe. D'accord, mais vous n'y allez pas à pas, quoi. On y va pas à pas, ouais. Votre objectif, c'est pas d'être numéro 1 aux USA dans 3 ans, quoi. Non, pas du tout. Je pense que notre sujet adresse... Enfin, comment il est pensé, notre logiciel, c'est quand même très pensé Europe. Ouais. C'est très, très pensé Europe. C'est plus... Enfin, culturellement, c'est plus la logique de faire progresser, faire grandir, faire du temps long avec nos collaborateurs. Donc, c'est quand même plus une vision européenne du travail qu'aux US. Les US, pour l'instant, on n'a pas du tout pour projet d'y mettre les pieds. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je t'ai pas posée en début de podcast. Pourquoi Zola? Alors, ça a quelque chose à voir avec le Zola qu'on connaît ou pas du tout? Ben justement, je parlais en introduction du side project qu'on avait fait avec Jérôme pour démarrer notre collaboration. On avait créé un premier projet qui s'appelait Coach Zola et qui était un site web où tu rentrais tes préférences de lecture
Et Jérôme avait développé un algo qui, en fonction de tes préférences de lecture, te proposait 4 bouquins et qui te les envoyait pendant le confinement, les librairies étaient fermées. Ouais. Il te les envoyait au format e-book si tu avais une Kindle, une liseuse ou un truc comme ça. Plus des podcasts autour du bouquin, plus des études littéraires autour du bouquin, etc. Et au moment de créer du coup le Zola qu'on connaît aujourd'hui, on n'a pas eu une grosse inspiration marketing d'un nom tech ou RH ou autre. Et du coup, on a enlevé le coach, on a gardé Zola. Et fun fact, du coup, on a tous les deux un chien. Moi, j'ai un cocker et Jérôme, il a un bulldog français. Le sien s'appelle Zola et le mien s'appelle Émile. Non. Ouais, je te jure. Je te jure. Ça, c'est à la fois une flemme marketing, à la fois on avait nos chiens qui s'appelaient comme ça, donc on s'est dit allez, on garde. Ouais, voilà. On garde. Et au moment où on voulait se rebrander, on a plusieurs clients qui nous ont dit on avait proposé des noms, des c'est un nom logos court, hein, c'est pratique. C'est ça. En SEO, je sais pas si c'est très pratique du coup, mais. En SEO, c'est un calvaire. C'est pour ça que je parle d'une flemme marketing qui a des impacts aujourd'hui sur notre référencement, parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Zola. Il y a du coup l'auteur. Et donc, niveau SEO, faut taper Zola RH si vous voulez nous retrouver sur Internet et pas Zola tout court, à moins que vous aimiez le rap, quoi. Ouais. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Très, très clair. Le temps tourne, Raphaël. C'est très riche, c'est très chouette. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu n'as jamais racontée au micro que tu pourrais nous partager? Quelque chose qui t'est arrivé avec un client, un prospect, un collab, un candidat? Un truc personne n'écoute. D'accord. Là, on est entre nous deux. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est justement l'une des histoires qui est un peu fondatrice de Zola. C'est que j'étais quand j'étais consultant et que justement j'étais dans un service donc j'étais très proche de la direction de cette boîte et il me mandatait sur le recrutement. C'est un peu l'histoire que j'ai commencé à raconter avant. Il me mandatait sur le recrutement d'un responsable contrôle de G. Et le DG voulait absolument un EM Lyon, parce qu'il a fait l'EM Lyon et qu'il pense que pour gérer son pôle, il n'y a qu'un EM Lyon qui peut faire le job. Donc soit j'entends, moi ça me fait un beau mandat, j'allais prendre des sous et autres. Mais moi j'avais un problème structurel à tout ça, c'est que j'avais déjà positionné des gens dans cette équipe et je savais qu'il y avait une rockstar à l'intérieur de cette équipe-là. Et du coup, j'ai pas milité, mais on a monté tout un plan avec la DRH pour justement mettre en lumière un peu ce gars-là, qui avait 15 ans de boîte, qui était vraiment trop bien. Et du coup, on a plutôt mis son profil en avant. Et donc, moi, j'ai quand même fait mon recrutement dans l'histoire, mais plutôt un junior, pour reprendre l'opérationnel de ce mec-là qui était hyper bon, qui était hyper respecté, et qui de toute façon allait former le nouveau manager, etc. Et on a réussi à faire monter ce gars-là en responsable contrôle de G. Ça a hyper bien fonctionné. Bon, moi, j'ai quand même fait mon petit recrutement, machin. Mais c'est là où je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire sur cette partie gestion de talent. Parce que je viens de faire économiser à la boîte, du coup, mon client. Donc, moi, j'avais perdu des sous dans l'histoire, mais on s'en fout. Donc, on passe d'un fee, donc un facture de placement de 18 000 à 8 000 euros, parce qu'on prend un profil plus petit. Donc, on perd 10 000 euros dans l'histoire, ou plutôt l'entreprise gagne 10 000 euros, fidélise un gars et montre à tout le reste de l'équipe qu'en fait, on peut monter dans cette boîte-là. Là où, historiquement, on était plutôt sur dès qu'il y a un responsable qui part, on en cherche un autre de l'externe, etc. On va dire, Ça, c'est le truc un peu classique. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait procuré beaucoup, beaucoup de plaisir, qui était contre-intuitif dans une logique de recrutement. Et c'est un peu ce point-là qui m'a convaincu, on va dire, sur mon modèle de... il faut de la data sur les gens, il faut connaître les gens, il faut vraiment avoir des infos hyper poussées pour pouvoir recréer des belles histoires comme ça. Ok, très clair. Quel est ton... Alors, le podcast s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Quel est ton On n'a jamais fait comme ça préféré en matière de RH? C'est la pratique innovante ou une pratique récente que tu aimerais voir généralisée partout dès demain matin dans les boîtes et toi qui t'agace, quoi. Moi, ce serait d'ouvrir ce sujet de feedback un peu.
l'ouvrir. Qui est pas courant dans les boîtes encore. Qui est pas du tout courant. Bah après, c'est dur à mettre en place, hein, la culture du feedback. Ça, c'est clair. Ça fait peur. On a l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore. Donc, on se met face à nos propres craintes du pire qui peut arriver. Donc, le truc de loi de Murphy si t'attends le pire, c'est sûr que c'est le pire qui va se passer. Mais moi, j'aimerais bien voir plus de boîtes utiliser cet outil, notamment pour les managers. Donc, faire évaluer plus régulièrement le management par les managers. Parce que je pense que, pour l'avoir vu dans des boîtes, les managers, ils vont pas crucifier leur manager. Ça arrive pas en général. S'ils sont encore là, c'est qu'ils aiment bien leur manager. Parce que si les gens n'aiment pas leur manager, ils se barrent. Donc, les gens sont hyper bienveillants quand on leur laisse la possibilité de l'être. Et au pire, s'il y a des choses négatives qui ressortent, en fait, c'est des axes de progrès. Et il ne faut pas oublier que derrière chaque feedback un peu négatif qu'un collaborateur peut faire sur un manager, ou du moins jugé comme négatif, alors qu'il faut plutôt le voir comme un axe de progrès, il y a un manager derrière qui est en difficulté, qui le sent, en fait. Il le sait qu'il y a un problème quelque part. Et qui a peut-être besoin d'aide, en fait. Et c'est ça. Et qui a besoin d'un coup de main sur un truc. Et je pense que ce serait... moi, je suis persuadé que c'est super puissant, cet outil, pour que derrière, l'équipe RH, même la direction, puisse se dire ok, ce manager, il est top, il a des bons résultats, mais là, on voit qu'il y a 2-3 axes de progrès. Et en fait, en faisant évoluer le manager, on a un espèce d'effet boule de neige sur toute l'équipe qui est top. Et je pense qu'ouvrir la parole sur ces sujets, ce serait top. Et après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cette culture-là, mais les boîtes qui le font le regrettent jamais. Donc, pour dire on n'a jamais fait comme ça, je pense que ce serait ça le truc. Je prends ce sujet qui peut être intéressant sur un podcast en plus. J'aime beaucoup. Il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast qui, comme toi, proposent des services à des RH ou interviewer des RH que tu trouves qui t'inspirent, que tu connais ou que tu connais pas d'ailleurs, peu importe. Ouais, dans les copains éditeurs de logiciels, il y a Geoffrey Doubi. Ah oui. Tu le connais ? Ouais, je connais bien Geoffrey Chapuis. Ah, voilà. Ouais, c'est un bon copain. Je l'ai eu sur ce podcast. Ah, tu l'as eu ? Mais oui, bien je savais sûr. même pas. Mais bien sûr. Ah merde, j'ai pas bien fait mes devoirs. Mais non, c'est pas grave. Et écoute, tu fais très bien ton job. Écoute, je lui passerai le bonjour tout à l'heure. Mais ouais. Okay. Geoffrey, moi, j'aime beaucoup. Plutôt côté RH, mais elle est pas vraiment RH, elle est plus Head of Transfo, c'est Soraya de chez BDO, avec qui, donc BDO, le cabinet d'expertise comptable. Qui est mon cabinet d'expertise comptable. C'est ton cabinet d'expertise comptable. Petit bonjour à BDO. Voilà, gros bonjour à BDO. Soraya, on bosse avec elle depuis 2 ans et avec son équipe RH. Eux, ils ont fait un énorme Big Bang sur tout leur SIRH. Et ce que je trouve hyper intéressant, et pour les personnes qui écoutent ton podcast, c'est comment elle a géré ça. Comment elle a géré du multi-acteur, comment elle a géré ces multiples projets SI qui sont, on passe le cachet casse-tête, de la reprise de données dans tous les sens, de la transformation paye, gestion admin, etc., plus l'implème de Zola avec la gestion de talent. Et avec son équipe, il y a vraiment eu un beau parcours. Je pourrais te filer ses coordonnées. Tu pourrais même faire la mise en relation avec plaisir. Carrément. Je peux faire ça dès qu'on sort. Avec plaisir, Parce qu'elle est vraiment top. Et qui est-ce que j'aurais d'autre ? Non, t'es pas obligé. Franchement, c'est bien. Déjà 2, c'est bien. Déjà 2. Ouais, c'est bien, merci. Très bien. Ouais, avec plaisir. 1,5 parce que Geoffrey, il est déjà venu. Ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Mais je pense que je le connais, hein, peut-être envie de revenir. Tu fais ta veille pro ? Ouais. Et comment tu fais ta veille ? Est-ce que tu fais une veille RH ? Est-ce que tu fais une veille plutôt entrepreneur ? Ou les deux ? Comment tu fonctionnes ? Je fais un peu les deux. Ma veille RH, je la fais, encore une fois, c'est un peu ma réponse à tout, mais je la fais avec mes clients. Pour voir en fait ce qu'ils ont comme nouveaux problèmes en bavardant. C'est aussi bête que ça. Ça me permet de toujours savoir en fait où est-ce qu'il y a des signaux faibles, où est-ce qu'il y a des nouvelles préoccupations. Donc t'as pas le CEO satellisé qui parle plus aux clients, quoi. Non. Non, pas encore. Non, mais je pense que je le serai jamais, et Jérôme non plus. On aime bien faire des trucs. On aime bien faire des trucs et on aime bien l'humain qu'il y a dans notre job. Et en fait, on est hyper bien reçu. Tout le monde est très... Enfin, c'est des populations RH, donc en théorie des gens humains, et c'est le cas. Donc c'est agréable de papoter.
Donc sur la partie RH, il y a ça. Je regarde pas mal quand même ce qui sort en réglementation aussi. Ça, c'est moins fun, mais... T'as pas le choix. Ça, j'ai pas trop le choix. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de prévoir les mutations qui arrivent. Je regarde ce qui se fait en Europe aussi au niveau des réglementations européennes. Donc ça, c'est le côté droit moins funky. Après, j'écoute pas mal de podcasts. Tu peux en citer, hein? Ouais, bah moi, c'est Génération Do It Yourself. C'est hyper bateau aussi, mais c'est trop bien. On apprend trop de trucs. Et c'est marrant parce que quand ils interviewent des entrepreneurs, la majorité des sujets tournent autour des RH. Ouais, souvent. De s'être entouré, de avoir un collaborateur qui a été game changer, avoir une équipe qui a fait des belles choses. Et quand ils expliquent comment ils ont managé ces équipes et les systèmes qu'ils ont mis en place, surtout que des fois, il y a des très gros patrons ou autres, c'est hyper instructif. Et avec une règle de base que moi je vois partout, c'est que ceux qui réussissent, c'est qu'ils s'entourent d'un meilleur qu'eux. C'est ça. Et ça, faut oser. Oser le faire, pour de vrai. Et quand tu as été recruteur comme moi, moi, des fois, j'étais toujours scotché, le nombre de managers, ils disaient, bon, tu me recrutes un bien, mais pas trop bien, parce que pas qu'il pique ma place. Le côté politique des boîtes. Ça, c'est déjà. Et ça, c'est une catastrophe dans les boîtes. Ça, c'est compliqué, Au contraire, il faut des gens qui sont meilleurs que toi. Et voilà, c'est pas pour ça qu'ils vont te virer, quoi. C'est ça. Mais c'est pas simple. C'est peut-être plus simple quand tu es entrepreneur que quand tu es manager, mais quand tu es entrepreneur, quand tu veux réussir, t'as pas le choix, quoi. Ouais, t'es obligé d'avoir tout seul, t'es. Enfin, je dirais pas que t'es une merde, mais t'es une merde tout seul. Oui, c'est ça. Ou alors, tu deviens freelance, mais c'est pas interdit. Mais c'est un autre sujet, quoi. Ouais. Tu montes pas un truc plus grand que toi, c'est quand même l'objectif. Si tu veux scaler, à un moment, t'as pas le choix. C'est clair. T'as pas le choix. Et même, quand t'es entrepreneur, l'aventure, elle est humaine. Donc, tu fais du RH, ça devient ton quotidien. Nous, aujourd'hui, avec Jérôme, on fait énormément de RH parce que c'est plus dans nos mains, quoi. C'est ce qui est dans nos mains, c'est de checker que tout se passe bien, mais c'est plus nous qui créons la vraie valeur de Zola, quoi. Là, ça se diffuse auprès d'autres personnes. Mais donc, ouais, il y a ça. Donc, il y a le podcast Génération Do It Yourself. Il y a un gars que j'aime beaucoup, moi, c'est le fondateur de Lemlist. Oui. Qui là s'est mis à faire des vidéos YouTube depuis 2-3 semaines. Incroyable. Et pareil, des trucs RH, beaucoup. Bon, évidemment, quelques trucs business qui sont intéressants. Après, j'aime bien LinkedIn, si on passe un peu tous les posts. T'es présent sur LinkedIn? T'as un profil, c'est certain, mais... J'ai un profil. Mais tu prends pas tant la parole que ça? Non, pas trop. Je vais m'y mettre. Mais ça prend du temps pour bien faire les choses. Et j'ai pas envie de faire le truc juste pour faire des likes, etc. Moi, je préférais trouver un angle édito un peu qui apporte un peu de valeur. Et ça demande du temps. Donc, ça demande du temps. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu as des choses à dire, pour le coup. Ah bah c'est gentil. Ouais, non, mais pour le coup, je pense que ce serait intéressant. Ouais. Bah c'est un des chantiers que j'ai dans mes roadmaps et que je décale tous les trimestres. Je pense que j'ose pas trop le faire aussi, pour être honnête, mais faut passer le pas. Et je fais de la veille aussi en parlant avec mes concurrents, en parlant avec mes partenaires. Je pense que la veille, ça se fait avec des podcasts, ça se fait avec des choses comme ça pour être inspiré, ça rebooste. Mais après, la meilleure veille qu'on peut faire, c'est se brancher avec nos pairs, quoi. Donc, moi, je me considère comme RH, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'aime bien parler avec nos clients, mais aussi avec des DRH avec qui je bosse pas, qui s'en foutent un peu de mon service parce qu'ils ont déjà leurs outils, mais qui font des trucs vachement bien. Je sais qu'on avait beaucoup parlé avec la Talent Director de L'Oréal. Elle nous a appris en 1 heure, ou je crois qu'on avait eu 2 calls d'1 heure avec elle, il y a 1 an ou 2. On a appris trop de trucs. C'était trop bien. Et ça, c'est important. Et c'est un conseil d'ailleurs que j'aime bien donner à tous les gens qui me demandent un conseil de comment tu fais pour être au courant de trucs. C'est parler avec des gens de ton écosystème, de ton industrie, du métier que tu as envie d'adresser. Parce que c'est eux qui savent. Et sur Internet, on trouve quand même plein de trucs bien. Mais aussi plein de trucs pour vendre des trucs. Donc, le mieux, c'est de parler aux gens. C'est de sortir, c'est de s'intéresser, etc. Okay. Si on veut te contacter, Raphaël, tu réponds sur LinkedIn ou... Ouais, je réponds sur LinkedIn, je réponds par mail. Je vais pas donner mon numéro de téléphone là. Non. Mais je ne dirais pas que c'est le 06 27. Presque. Mais ouais, je réponds. On peut me contacter par le canal LinkedIn, c'est le plus simple. Et sinon par mail ou sur le site de Zola directement, il y a un petit chat. Si on écrit je peux parler à Raphaël, quelqu'un m'envoie le ticket et ça marche. Et Okay. Normalement je rappelle. Écoute, un grand merci Raphaël. Merci pour ta disponibilité, ton enthousiasme. Bravo pour tes actions et vos actions, parce que vous êtes deux cofondateurs.
Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!